Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous pour cette table ronde du troisième jour après-midi des Utopiales qui s'intitule « Du passé, faisons table rase ». Donc je vais vous lire le speech, mais avant, je vais vous présenter nos intervenants de cet après-midi. En commençant par Estelle Blanquet, qui est agrégée de physique, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'INSPE. Si j'ai bien compris, c'est ce qui a pris la suite des instituts de formation des maîtres. Et enfin bon. Elle forme des professeurs et des professeuses des écoles à la démarche d'investigation. Elle est chercheuse en didactique des sciences, donc comment s'approprier des critères de scientificité et comment faire en sorte que les élèves et les enseignants du primaire s'approprient des critères de scientificité. Et puis, vous faites un usage pédagogique important de la science-fiction et de la bande dessinée dans vos travaux. Vous êtes créatrice des journées enseignement et science-fiction et coordinatrice des journées science et fiction de Peresque, où il s'agit de mettre en place des passerelles entre les méthodes scientifiques et la création artistique au travers de la science-fiction. Il n'y a pas de public, donc nous ne sommes pas au Utopiales à Peresque, mais ça revient à créer quand même un espace commun entre ces différents mondes, ce dont on va, j'espère, reparler, parce que ça pourra être un sujet de cette table. Sylvie Lenné, qui est professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à Lyon, qui travaille sur le numérique et ses transformations, qui est aussi et surtout ici autrice de nouvelles et de novellas. Alors j'ai appris que les novellas c'était intermédiaire entre une nouvelle et un roman, à mi-chemin entre les deux, qui ont été de nombreuses fois primés et dont on citera en particulier l'opéra de Chaillat, que l'on peut retrouver dans le recueil Fidèle à son pas cadencé. Alors je le cite d'une part parce qu'il a obtenu un prix prestigieux et d'autre part parce que peut-être que nous serons amenés à en rediscuter au cours de la table. Guillaume Lecointre, enseignant-chercheur en zoologie et systématique, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Vous travaillez sur la phylogénie et votre terrain de jeu favori, ai-je lu, est le continent arctique. Vous vous intéressez donc à travers la phylogénie et la systématique aux relations entre les êtres vivants et de la façon dont ils découlent les uns des autres. Outre votre abondante production scientifique, vous avez publié 34 livres, donc je suis allé regarder quelques-uns, livres de science et de réflexion sur la science, le guide critique de l'évaluation, Savoir, opinion et croyance par exemple, mais aussi des romans. Je suis tombé sur un Wonderland Babe, si j'ai bien vu, de la SF aussi. Et vous avez tenu Wonderland Babe, c'est pas vous? Alors vous avez un homonyme sur Babelio qui a publié ce livre et qui s'appelle Guillaume Lecointre et qui est enseignant au Muséum national d'histoire naturelle. Donc j'en ai conclu que bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ça le problème de ne pas avoir accès aux sources en direct. D'accord. Et vous avez aussi écrit de la SF? Voilà. Et pour finir, je suis désolé de se louper. On fait ce qu'on peut. Audrey Plenay, qui compte parmi les étoiles montantes de la science-fiction francophone. Vous recevrez ce soir le prix des Utopiales 2023 pour Rossignol, une novella que je vous enjoins de lire parce que c'est vraiment très très bien et dont nous reparlerons probablement aussi. Vous êtes diplômé d'une école de commerce en sciences et en sciences sociales sur l'étude du genre. Vous avez travaillé dans le domaine de l'humanitaire à l'étranger. Vous êtes maintenant en poste dans le social en France et vous avez publié une trentaine d'ouvrages avant Rossignol, de nouvelles. Je précise tout de suite que Sylvie, Guillaume et Audrey dédicaceront à 14h45. Alors je précise pour deux choses, c'est juste à la fin de la table, donc il faudra vous précipiter. Et par ailleurs, j'ai tendance à oublier ce genre de détails au moment où j'arrive à la fin moi, donc je préfère le dire au début pour être sûr de l'avoir fait. C'est pas un détail, c'est quelque chose d'important, mais ce que je veux dire, c'est... voilà. Alors, du passé, faisons table rase. Donc le texte écrit par Jeanne et Roland dit « La science vise à établir une lecture cohérente du monde, mais une nouvelle théorie scientifique provient souvent d'un pas de côté, tel Einstein et sa théorie de la gravitation, réalisant qu'une personne en chute libre ne sentira plus son poids. » C'est pas tout à fait ça. La science-fiction déclenche des mécanismes cognitifs visant à reconstituer un monde cohérent. La SF serait-elle la continuation de la science ?
Donc ma réflexion à moi en lisant cet énoncé, c'est qu'on pouvait le prendre de différentes façons, bien évidemment, et qu'on pouvait bien évidemment le prendre sur une volonté d'essayer de différencier la science et la science-fiction, la science et sa rigueur, la science-fiction et son imaginaire, la science-fiction se nourrissant de la science, et ainsi de suite. Mais qu'on peut peut-être partir, si vous m'y autorisez, de la dernière phrase, c'est-à-dire celle qui dit la science-fiction serait-elle la continuation de la science ? La prendre au sérieux, et c'est peut-être sur peut-on prendre cette phrase au sérieux que j'aimerais que vous faire discuter, avec cette idée, pour commencer, que je vais vous poser comme question, de savoir ce que pour vous, et en particulier dans vos pratiques, pour vous scientifiques, votre travail doit à la science-fiction ou pas? Est-ce que vous pensez que la science doit quelque chose à la science-fiction? Quel est l'apport de la science-fiction dans la science? Et vice-versa, bien évidemment. Quel est l'apport de la science-fiction dans la science? Et comment vous voyez cette question? Vous avez 45 minutes. Allez, je me lance. Moi, j'aimerais bien commencer par reprendre une citation d'Umberto Eco, pour qui l'auteur de science-fiction est un scientifique imprudent. Et effectivement, lorsqu'on et Sylvie Audrey pour rebondir évidemment sur ça, un scientifique se contraint, et tu me diras ce que tu en penses, en tout cas à confronter ses idées, ses théories au monde réel. La science construit du discours, comme la science-fiction, parce que le monde est extrêmement compliqué et qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Du coup, on le simplifie, on en fait des modèles, et ce sont ces modèles qu'on va confronter au monde réel, au monde physique. Et si ces modèles, si ces représentations du monde ne correspondent pas aux faits, on en change. L'auteur de science-fiction n'a pas cette contrainte. L'auteur de science-fiction peut aller aussi loin qu'il veut sans avoir un impératif de vérification de ses hypothèses. Et puis par ailleurs, si les faits, alors là je vais parler de la hard science fiction, celle qui s'appuie sur les faits tels qu'on les connaît, eh bien si l'auteur de hard science fiction se contraint à respecter les faits, en revanche, les théories, il peut les pousser aussi loin qu'il le veut, voire même décider d'en changer ou d'en créer de nouvelles sans que ça ne pose de problème particulier. Donc, pour moi, le jeu entre la science et la science-fiction est vraiment, en tout cas le jeu des auteurs de science-fiction avec la science, est vraiment lié au fait de pouvoir aller aussi loin qu'ils le veulent. En termes de créativité, à mon sens, il n'y a pas de distinction majeure. Un scientifique, alors on peut opposer les expérimentateurs, les théoriciens. Moi, je pense que c'est plutôt une complémentarité et qu'on est rarement l'un sans être un peu l'autre. Mais derrière tout ça, il y a des idées, il y a du brassage d'idées. C'est juste le rapport au réel qui est un petit peu différent. Vas-y. Moi, ça me faisait penser, cette dernière phrase, à un conseil que j'avais reçu un peu, il y a vraiment quelques années, au tout début, pas au tout début de ma carrière, mais quand je commençais vraiment à me voir comme novelliste et à vraiment travailler sur les nouvelles de science-fiction. Et c'est un conseil de Catherine Dufour que j'avais rencontré, qui m'avait dit, pour le travail, pour l'exercice de pensée de SF, vous prenez Science et Vie, vous regardez les articles à la fin, les petites brèves des dernières découvertes scientifiques, des nouvelles aboutissements de la recherche, et vous écrivez une nouvelle dessus, en positif, qu'est-ce que ça amènerait pour l'humanité en positif plus tard, et une en négatif, dérive de ces technologies. Et c'est l'exercice en fait d'écriture qui après amènerait à complexifier encore plus, mais en partant vraiment de la recherche maintenant, de la développement des sciences maintenant, et qui amènerait ce travail, cet exercice de pensée de prospective, de se projeter de plus en plus loin et de complexifier après les histoires, mais donc en partant très concrètement des brèves de sciences de magazines du type Science et Vie. Et je trouvais ça juste génial, mais il y a le côté que ça devenait des prompts en fait d'écriture, et c'était pour travailler cette pensée prospective. Eh ben moi, il y a à la fois quelque chose qui me plaît et quelque chose qui me dérange dans la manière dont le problème vient d'être posé, parce que j'ai un peu peur qu'en considérant qu'on glisse
de la science vers la science-fiction, en donnant de la liberté et la possibilité d'être imprudent aux auteurs de science-fiction, on est en implicite l'idée que plus la science-fiction est plausible, et meilleure elle est. Et ça, si c'est pour arriver à cette conclusion-là, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que la science-fiction la plus riche est souvent une science-fiction qui explore des pistes et des idées nouvelles auxquelles personne n'avait pensé, et quelquefois très très improbables. De toute façon, il y a plein d'hypothèses improbables dans la science-fiction. Il y a des voyages dans le temps, il y a des voyages à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Donc ça n'a jamais empêché d'avoir des discours intéressants. À chaque fois qu'on imagine la rencontre avec des extraterrestres, je suis désolée, mais on ne peut pas se confronter au réalisme et aux faits pour savoir si on dit des trucs intéressants, mais on n'a pas besoin de cette confrontation avec le réel pour faire des choses intéressantes. Je vais dire 2-3 trucs tout de suite, je pense que ça fera peut-être réagir mes petits camarades. J'aimerais aussi être sûre, mais je sais qu'on n'est pas tous d'accord, sur le fait que quand on dit science ici, on englobe les sciences humaines et les sciences sociales. Parce que j'ai l'impression que souvent, quand on parle de science ici, on ne parle en gros que de physique, ou d'astrophysique, ou de biologie, des sciences dures. Eh ben, moi, je pense qu'un auteur de science-fiction a tout autant à réfléchir sur les systèmes politiques, sur d'autres formes d'économie, sur le droit, sur tout un tas de trucs qui ne sont pas des sciences dures. Et enfin, pour terminer, je crois que ça nous donne la possibilité de faire un pas de côté, mais surtout qu'on fait de la littérature, c'est-à-dire qu'on imagine des situations qu'on essaie de rendre cohérentes pour qu'elles tiennent bien, mais après on met des gens et on regarde ce qu'ils vivent. Et c'est les expériences qu'ils vont vivre qui font la chair des histoires qu'on raconte. Pour ma part, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Et je vais aller dans le sens de la différence entre, ou des similitudes ou des différences entre la science et la science-fiction. La science-fiction, elle subit une sanction du réel qui est l'accueil dans la psyché humaine de ce qu'elle produit. Et donc, il y a bien un rapport au réel qui est la lisibilité et l'assentiment remporté par le public qui lit la science-fiction. Mais évidemment, ça n'est pas, on est bien là sur la cible de la communication et pas sur le contenu du message. Enfin, je veux dire sur la plausibilité du contenu du message. Quant au contenu, en effet, la science-fiction peut partir bien loin. Elle ne subit pas, comme ça a été dit, la sanction du réel au sens où les scientifiques le pratiquent. C'est-à-dire que les scientifiques, eux, le contenu, il va être mis à l'épreuve. Le réel, nous disons toujours que le réel est l'arbitre de nos controverses, en quelque sorte, et y compris d'ailleurs en sciences humaines et sociales. S'il y a des débats, c'est bien parce qu'on essaie de faire monde commun, explication commune de ce monde réel. Et ça c'est pour la petite différence entre les deux. Par contre, il y a un point commun que j'apprécie, moi, dans la science-fiction. Autant elle peut partir sur des éléments de discours qui sont complètement irréalistes du point de vue de la connaissance scientifique, autant néanmoins la science-fiction cherche quand même à nourrir une cohérence interne à son propre discours. Et ça c'est quelque chose qui est partagé avec la science. La science-fiction, elle est fascinante. Pas tant quand elle ressemble trop au monde réel, mais quand elle a un déploiement de son intrigue qui donne à réfléchir et dans laquelle il y a une beauté cognitive. Il y a un raisonnement derrière qui se dit « Ah oui, c'est quand même bien fichu ce truc, c'est quand même bien fichu. » Ouais. Et alors il y a ce point commun, j'aimerais vous l'apporter avec un témoignage de scientifique du passé qui, pour moi, a passé sa vie à rendre un fatras de données absolument hétérogènes. Ce monsieur s'appelait Charles Darwin. Et imaginez-vous que ce brave Charles Darwin, quand il revient de son grand voyage en 1837, il va faire un travail de théoricien et aussi d'ailleurs un travail d'expérimentateur. Il va faire les deux à la fois, mais il va bâtir une représentation du monde vivant. Il va construire un puzzle dont il n'a pas toutes les pièces. Il fait vraiment un travail de théoricien. Et d'ailleurs, il va mettre très longtemps à le faire, d'ailleurs. Entre le moment où il rentre de son voyage et le moment où il publie, il se passe plus de 15 ans. Mais son travail est un travail de mise en cohérence. Il n'a pas toujours les preuves expérimentales de certaines pièces du puzzle au bénéfice de l'évolution biologique. Et certaines pièces même ne seront documentées qu'après sa mort. Donc on a l'image ici d'un scientifique
qui fait pas du passé table rase, c'est pas sa façon de travailler, c'est un obstiné qui va creuser son sillon et qui va avoir pour seule boussole la cohérence de son propre discours. Et d'ailleurs, si son travail est toujours un programme de recherche aujourd'hui, c'est bien parce que c'est la cohérence qui l'a guidé. Donc on a là, il y a plusieurs modèles sur la façon de faire la science. Il y a bien sûr du passé faisant table rase, ça existe, mais il y a aussi le modèle de celui qui creuse son sillon et qui va chercher à être cohérent. Et donc cette recherche de la cohérence, elle lui a servi, puisque comme je l'ai dit, plusieurs éléments de son discours, lorsqu'il les écrit, il ne les tient que pour plausibles. Il dit c'est ce qu'il y a de plus plausible, mais j'ai pas les moyens de le démontrer. Il est d'une grande humilité, il le dit, j'ai pas les moyens de le démontrer, et ces moyens n'arriveront que 20 ans ou 50 ans plus tard. Ce qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui. Voilà. Donc je ferme la parenthèse sur le monsieur qui creuse son sillon. Il y a d'autres modèles qu'on reverra peut-être au cours du débat. En tout cas, cette recherche de cohérence, pour ma part, et là je parle à titre personnel, c'est ce qui fait de moi, scientifique, un amateur, un lecteur de science-fiction. Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, il y a ce plaisir d'un univers cohérent. Il y a aussi l'estrangement que produit la science-fiction. Et Sylvie est une remarquable autrice, une remarquable créatrice d'estrangement dans ses nouvelles en particulier. Enfin, moi, je suis fan de ses nouvelles. Donc, tu as raison, un auteur, je vais prendre les mots d'un enfant de 5 ans, avec qui je demandais dans le cadre d'un travail sur un ouvrage jeunesse où on testait la plausibilité de l'histoire. Et puis c'était une histoire contrefactuelle, donc la fin de l'histoire n'était pas possible, et je lui demandais, est-ce que c'est gênant que l'histoire ne soit pas possible ? Et il m'a regardé, il a haussé les épaules, il dit non, de toute façon, un auteur, il fait ce qu'il veut, parce que c'est pas le réel, c'est de l'imaginaire, et dans l'imaginaire, on fait ce qu'on veut. Et je pense que tu as la réponse clé à ce niveau-là. Simplement, je pense qu'effectivement, l'auteur de science-fiction fait ce qu'il veut, mais en se posant à lui-même des contraintes qui vont permettre d'emporter son lecteur dans des univers extrêmement variés. Et on parlait du pas de côté. Alors, je me souviens plus très bien du titre de la nouvelle, mais ça parle de sable. Et un amour de sable. Un amour de sable qui est, waouh, un remarquable exemple de faisons un pas de côté et pensons autrement, mais je pense que tu seras la mieux placée pour en parler. Non, je ne veux pas en parler maintenant, mais je voulais juste dire... Allez le lire. Allez la lire s'il y a des anthologies ActuSF disponibles et des recueils, je n'en suis pas sûre, sinon ce sera l'année prochaine. Mais je voulais juste dire, l'auteur fait ce qu'il veut, mais il fait pas n'importe quoi. Et tu disais, il s'impose des contraintes, mais ces contraintes, on le sait tous, c'est des contraintes de cohérence interne, majoritairement. On a le droit d'inventer un truc un peu délirant, comme un duplicateur de matière, mais après, ça a des conséquences dans l'économie, des conséquences politiques, des conséquences dans la vie des individus, des conséquences dans l'organisation du travail. On a droit à n'importe quelle hypothèse, mais il faut la traiter avec beaucoup de sérieux. Sinon, le lecteur a la sensation qu'on se fiche de lui. C'est ce que je voulais dire, oui. Et sur ça, enfin pour rebondir sur ça, parce que je suis d'accord aussi, c'est vrai qu'on est tous d'accord, mais pour rebondir sur ça, et également sur ce que vous disiez au début sur la question des sciences et sciences sociales, moi ça me faisait beaucoup penser à Ada Palmer, dans sa saga Terra Ignota, et son premier tome Transsemblable à l'éclair, où effectivement elle part sur un monde, la société en 2454, avec des voitures volantes, donc c'est une technologie, il y a eu ce boom technologique, qu'en fait elle explique très peu, c'est une idée complètement assez incroyable, parce qu'on peut faire le tour de la planète en 2 heures environ. Mais après, pendant 5 tomes, de 500-600 pages quand même, elle voit les conséquences politiques, géopolitiques, économiques, philosophiques de tout ça. Donc elle ramène ça sur tout ce qui est en sciences sociales en fait. Et dans le côté du passé faisant table rase, elle va expliquer
Alors, elle va mettre au fil du récit tout ce qui s'est passé, en fait. Elle réexplique ce qui s'est passé entre notre époque à nous et ce 2454, en fait. Et c'est cohérent. Et c'est cohérent. Alors, il y a l'histoire des voitures volantes, c'est sûr, mais l'évolution humaine de la pensée, le lien avec les religions, les liens interpersonnels, le lien, tout ce qui peut des rapports de genre, tout ça, c'est cohérent. Elle a gardé une cohérence interne en sciences sociales, en plaçant un élément hyper scientifique de ces voitures volantes. Et voilà. Et donc, il faut absolument le lire déjà. Hein, ça, c'est peu de dire. Mais c'est aussi, voilà, c'est pas un pas de côté. Il y a des pas de côté. Il y a des ruptures, c'est sûr. En sciences sociales, il y a des ruptures, mais on est aussi sur une façon qu'ont les pensées de mûrir, d'être intégrées dans le droit, d'être ensuite injectées dans la société pour qu'elles mûrissent de nouveau différemment, d'avoir différentes façons d'être représentées, d'être réexpliquées et d'être retraduites ensuite politiquement. Voilà. Et tout ça, c'est une cohérence et c'est en sciences sociales. Et cette cohérence est évidemment au cœur du travail des scientifiques, avec effectivement alors nous, on parle moins souvent de pas-côté que de changement de paradigme, en suivant, si on s'appuie sur un philosophe qui est Thomas Kuhn. Si on prend par exemple la création de la relativité restreinte par Einstein. Je vais m'avancer sur quelques petites choses comme ça, mais c'est juste pour le plaisir de jouer. Lorsqu'Einstein pose la relativité restreinte, c'est pour répondre à un problème immense. Les physiciens se triturent la tête. La vitesse de la lumière pose un vrai problème. Comment comprendre ces faits, ces mesures qu'on a? Et immédiatement, on a des expériences de pensée qui sont imaginés par d'autres physiciens, en particulier Langevin qui reprend Jules Verne, reprend la science-fiction de l'époque et reprend le boulet de Jules Verne et propose une expérience de pensée. Et cette expérience de pensée, lui permet de poser des contraintes sur une théorie qui n'existe pas encore, et qu'Einstein sortira quelques années après, c'est la relativité, cette fois-ci générale. Et donc, le jeu entre expérience de pensée, construction et affinage d'une théorie sont des jeux qui existent chez les scientifiques et qui permettent de faire avancer notre compréhension du monde. Et ça passe par effectivement le pas de côté qui va renverser complètement notre vision du monde. Et je pense que dans ta discipline, Guillaume, c'est assez fréquent également. Oui. D'ailleurs, là, tu as fait un bel exercice parce que d'une pierre deux coups, tu as répondu à 2 questions de François. Donc, bravo, tu as illustré comment la science-fiction peut inspirer aussi le scientifique. Et justement, je voulais rebondir parce que j'ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui a creusé son sillon. Mais il y a des gens moins connus qui ont fait des vrais pas de côté et qui sont restés dans l'ombre, enfin, en tout cas pour le grand public. Dans ma profession, il n'y a peut-être pas assez de SHS aux Utopiales, mais il n'y a pas assez de systématique non plus. La systématique, qu'est-ce que c'est, au fait? C'est la science des classifications. Voilà, c'est comment on met le monde en concept et en mots. Et c'est la systématique, c'est la science qui entretient la cohérence entre les mots, les concepts et les objets du monde réel. Et il y a une systématique minéralogique, il y a une systématique en ethnologie, il y a une systématique en biologie, c'est celle sur laquelle je travaille. Et elle a fait l'objet, justement, d'un véritable changement de paradigme au milieu du XXe siècle. C'est passé inaperçu du grand public. Par contre, à partir des années 2000 à peu près, c'est pas passé inaperçu pour les enseignants de l'élémentaire et du secondaire, parce que ces enseignants, tu connais bien la chanson, j'ai fait de la main à la pâte, j'ai contribué. Mais ce changement de paradigme que l'on doit à un Allemand qui s'appelle Willy Hennig, H-E-2-N-I-G. Cet Allemand, au milieu du XXe siècle, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé les moyens de réaliser un souhait qui avait été posé par Charles Darwin un siècle avant. En 2 mots, Charles Darwin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit s'il doit y avoir une classification des êtres vivants naturelle, c'est-à-dire qui reflète un ordre historique de la nature,
Eh bien, cette classification elle doit se faire en fonction des relations de parenté. Qui est apparenté à qui? On va mettre dans un même groupe des espèces qui sont plus étroitement apparentées entre elles qu'elles ne le sont de quoi que ce soit d'autre. Seulement, Charles Darwin, il dit, voilà le programme, mais j'ai pas la méthode pour y arriver. Voilà ce qu'on devrait faire, mais j'y arrive pas. Et on va y arriver 100 ans après. Et cette bombe à retardement, si je peux le dire comme ça, elle va éclater avec Willy Hennig, qui a vraiment fait le pas de côté. Il a trouvé la méthode pour réaliser ce souhait. Ce qui fait que, mesdames, messieurs, les conséquences de ça, dans votre vie culturelle, vous n'imaginez pas à quel point elles sont énormes. Il n'y a pas de poissons. Il n'y a pas d'invertébrés, il n'y a pas de procaryotes. Quand on dit à un enseignant le poisson est un concept incohérent du point de vue du cahier des charges moderne de la classification, on remplace ce concept par d'autres concepts avec d'autres géométries. Et pour terminer donc, cette idée que, je l'illustre, une truite est plus apparentée à vous qu'elle ne l'est d'un requin. Donc, vous avez avec la truite de l'os, par exemple. Un requin est plus apparenté à vous qu'il ne l'est d'une lamproie. Le requin, il a avec vous la mâchoire. Enfin, voilà, j'arrête la liste, mais il y a tout un tas de concepts qu'on a reçus à l'école quand on était petit et qui sont devenus caducs à cause de ce pas de côté fait au XXe siècle par Willy Hennig. Voilà un autre exemple en biologie de pas de côté. Donc, il y a le modèle du gars qui creuse son sillon, mais il y a aussi le modèle de celui qui vraiment change de paradigme. Et je vous assure que ça a été un vrai changement de paradigme au sens de Kuhn. Moi, quand je suis arrivé au muséum quand j'étais petit, j'avais 24 ans quand je suis arrivé au muséum, le labo était scindé en vieux con et en jeune con. C'est pour dire à quel point il y avait un changement de paradigme. Les termes avec lesquels les jeunes devaient décrire la biodiversité étaient incompréhensibles, incommensurables, on dit, dans les termes de ceux d'ancienne génération et vice-versa. Quand on parle de changement de paradigme, ce que tu dis avec ces mots très, très crus, c'est effectivement, souvent on considère qu'un changement de paradigme nécessite un changement de génération, parce qu'il est difficile de s'approprier des nouveaux concepts, et ça prend du temps, et ce qui était banal pour certains, ce qui deviendra banal pour les gens qui sont formés d'une nouvelle façon et révolutionnaire et traumatisant pour ceux qui ont été formés d'une autre façon. Et alors je vais revenir 5 secondes sur Sable, je suis désolée, sur Un amour de sable, parce que pour moi c'est justement ce que fait cette nouvelle de Sylvie, où on suit un personnage qui est un et multiple, c'est du sable. Et je peux dire, je peux la raconter, j'ai la bénédiction d'autrice. Et à un moment, si vous voulez, ils rencontrent des êtres humains qui, pour eux, ne voient que du sable. Et qui vont en prendre une partie, l'extraire pour l'explorer. Et cet individu qui est un ensemble de sable se retrouve séparé en plusieurs parties. Et on va suivre l'évolution de ce personnage, et du coup, lié à sa façon d'être, à sa constitution même, il va en déduire la façon dont pourraient fonctionner ces humains qui l'ont emprisonné, qui l'ont coupé d'une partie de lui-même. Et les conclusions qui sont laissées ouvertes, parce que c'est une nouvelle et puis que c'est Sylvie, laissent envisager une suite de la rencontre un peu difficile pour les êtres humains, dirons-nous. Je suis ravie que tu aies aimé cette nouvelle, parce qu'a priori, c'était pas gagné. Parce que cette nouvelle, justement, je pense que, moi, ce que j'essayais de faire avec elle, c'est de dire il n'y a pas de réalité objective. Toutes les perceptions que nous avons de la réalité, même si elles sont factuelles, même si ce sont des observations les plus neutres possibles, elles sont toutes orientées par l'appareil sensoriel que nous avons, par l'instrumentalisation, les outils que nous utilisons. Et justement, dans mon histoire, Sable a une interprétation et une perception de la situation qui est complètement différente de celle des humains. Celle des humains n'étant pas plus intéressante, étant même a priori plus pauvre, mais effectivement, après... donc ça, c'était le premier point. Donc ça t'a pas gêné qu'il n'y ait pas de réalité objective? Je suis ravie. Mais non, mais là, je pense qu'il y a parfois peut-être une mécompréhension entre les uns et les autres.
En science, le rôle de l'observateur, en tout cas en physique, typiquement, le rôle de l'observateur est crucial. Et si tu prends l'une des deux grandes révolutions de ces derniers 100 ans, oh là, j'ai fait, bref, désolé, la relativité générale, fondamentalement, et la mécanique quantique, on est sur la même chose, mais avec la relativité, le principe de relativité, c'est que la description du mouvement, typiquement, dépend de l'observateur, dépend du référentiel qu'on choisit. Et là, tu le mets sur une autre perspective, qui est la perspective du point de vue en lien avec sa constitution, mais ça résonne forcément chez nous. Est-ce que je peux redire juste, ce sera très court. Oui, pardon. Non, mais c'est très court. Vous avez parlé tous les deux du changement de paradigme et des difficultés qu'on avait à les accepter. Je voulais juste dire que je crois que la science-fiction, c'est la meilleure gymnastique mentale pour s'habituer à ce type d'exercice. Et encore une fois, parce qu'on balance ces changements de paradigme à des personnages, enfin à des personnes en fait qui vont vivre ça, qui vont l'accepter, qui vont être parfois en opposition, qui vont avoir du mal à l'accepter parce qu'il y a une incompréhension complète aussi certaines choses. Donc c'est des personnages en fait qui, comme tu disais, qu'on fait vivre en fait. Ouais, j'aimerais dire un truc sur l'objectivité par rapport à ce qu'a dit Sylvie. C'est que j'aimerais dépasser cette opposition entre objectivité et subjectivité. En fait, ce qu'on appelle l'objectivité en science, c'est le résultat d'un travail collectif. C'est une intersubjectivité. Donc, à l'échelle de l'individu, aucune observation ne peut être objective dans l'absolu. L'objectivité n'est pas quelque chose d'absolu, c'est une qualité épistémique qui est gagnée par un collectif professionnel, en fait. C'est parce qu'on se contraint les uns les autres. Il faut des extraterrestres dans le collectif pour que ça marche bien. Ah bah là, je parle de la science qui se fait chez les humains, mais en science-fiction, on peut mettre les extraterrestres, en effet. En fait, je pourrais jouer le rôle de celui qui n'est pas forcément complètement d'accord, mais c'est pas vraiment mon travail. Mais je voudrais rebondir peut-être sur un autre aspect à travers la nouvelle Rossignol, qui va recevoir le prix tout à l'heure, qui est d'une certaine façon d'une situation dans cette station spatiale qui tient parce qu'une science a existé, a été oubliée et qui surtout ne doit pas être découverte. Et ça signifie aussi que de mon point de vue, il y a quelque chose d'extrêmement important dans la science-fiction, c'est que bien souvent, la science est présentée comme une marche de choses qui sont nécessaires, dont les axes vont se dérouler indépendamment d'un contexte, indépendamment de questionnements. On sait que c'est faux, on sait qu'il y a des sciences. Je veux dire, j'aurais pu vous challenger un peu sur la néphrologie, sur un certain nombre de choses comme ça, qui se sont quand même érigées en termes de science, qui se sont appuyées sur des corpus expérimentaux extrêmement poussés et qui se sont révélés être de la science-fiction et de la science-fiction extrêmement détrimentale d'un bout à l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions à se poser sur la science qu'il faut faire, ne pas faire, dans quel cadre? Et puis je vous poserai une autre question après. Et est-ce que Rossignol n'est pas un exemple de ça? Comme d'habitude, comme j'ai fait la réponse en posant la question, je tue la personne. Donc, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, donc dans ma novella Rossignol que tout le monde ici a lu, et si ce n'est pas le cas, je suis en dédicace à 14h45 à la librairie pour corriger ça. Il y a effectivement cette station spatiale qui est qui vient d'un mélange des technologies de nombreuses espèces non humaines, donc qui sont toutes arrivées avec leur technologie. Il y a une fusion de la technologie qui est telle qu'on n'arrive plus vraiment à la comprendre, à dissocier qui a apporté quelle partie. Donc, ça, vraiment une fusion des modes de pensée pour faire que ça fonctionne. Et on est sur une station spatiale qui fonctionne pour faire se cohabiter un très grand nombre d'espèces, avec également toutes les variantes d'hybridation possibles interespèces. Et cette technologie marche. On ne sait pas comment, effectivement. L'idée, ça s'est perdu parce que c'est trop complexe et aussi parce que ceux qui l'avaient pensé ça il y a quelques siècles ont disparu sans vraiment expliquer. Ça s'est fait par strates. Et, donc, et effectivement, la question, c'est si on arrive à savoir comment ça marche, si on arrive à reprendre le contrôle de ça, et bien quelque part, on le désacralise et on détruit en fait cette utopie qui, ça fonctionne parce que c'est quelque part un peu intouchable. Comprendre la science, c'est la redisséquer et retrouver le contrôle dessus, la repolitise et ramène sur une question de politique, de domination, de contrôle, de sciences sociales, de droit, etc. Et effectivement, le fait que ça marche parce qu'on n'y touche pas, parce qu'on n'ose pas y toucher,
Et cette science, elle marche dans un aspect positif de cohabitation interespèces, parce qu'il y a la volonté politique qu'on cohabite, il y a le désir d'être ensemble et de se rencontrer, alors que c'est une grosse dépense d'énergie et c'est complètement faramineux et très très consommateur. Mais il y a également la confiance dans cette science. C'est-à-dire que c'est pas seulement une science qui est là et on la comprend, voilà, mais c'est que même sans la comprendre, sans totalement la maîtriser, on a confiance. On a confiance qu'elle nous permette de vivre dans le vide de l'espace. Et donc dans Rossignol, s'il n'y a pas cette confiance dans la science, ça ne sert à rien en fait. Ça ne peut pas être. La science ne peut pas exister comme ça en dehors de cette expérience sociétale. Mais l'intérêt est que la confiance dans cette science vient de ce qu'on ne la comprend pas. Et la confiance dans cette science vient qu'on ne la comprend pas dans le sens où on se dit personne mal intentionné ne pourrait la politiser, la manipuler, etc. Elle devient Ça un peu fonctionne comme de sacralisée. la magie un peu. Alors, Elle devient sacralisée. Oui, bah oui. Voilà. je vais pousser ma question un cran plus loin, et puis comme ça je vous laisserai vous aurez le droit de répondre à ça, qui est que aujourd'hui, il y a toute une série de sciences qui a déjà été faite sur toute une série de domaines, à commencer par exemple sur tout ce qu'on sait sur le climat et sur les évolutions du climat. Ma question c'est, aujourd'hui, typiquement, dans les sciences du climat, a-t-on besoin encore de science ou a-t-on besoin de science-fiction ? Au sens où, ne sait-on pas déjà tout ce qu'il y a à savoir, et le problème n'est-il pas le problème du passage à l'acte, du courage du passage à l'acte, de comment on fait, et est-ce là une question de science ou une question de science-fiction, de récit, d'imaginaire? Ce que je veux dire, c'est, y a-t-il des moments où, en réalité, et quand je posais la question tout à l'heure de savoir ce que la science doit peut-être à la science-fiction, ou de prendre la phrase au sérieux de la science-fiction comme la continuité de la science, n'y a-t-il pas des moments où, en fait, les problèmes auxquels on a affaire, les problèmes qui se posent, ne sont pas et ne sont plus et ne nécessite plus vraiment de science, mais nécessite autre chose, et que cette autre chose, il est allé chercher dans les imaginaires, dans les constructions, dans les passages à l'acte, dans tout ce qu'il faut faire pour trouver ça. Excusez-moi, vous avez écouté Kim Stanley Robinson, vous, monsieur? Oh, je l'ai lu depuis longtemps. Je sais bien. Moi, ça me perturbe tout ça un petit peu, parce qu'il y a un problème, à mon C'est un sens. peu le but du jeu. Hein. Oui, non, mais bon, une grosse partie de mon travail en tant que formatrice d'enseignants consiste à les aider à se doter d'un cadre qui leur permette de savoir dans quelle mesure ce qu'ils font avec les élèves, là je parle de la physique, c'est faire des sciences, faire de la physique ou ne pas en faire. Et une façon qui marche pas trop mal, c'est de se doter d'un certain nombre de critères de scientificité. Qui vont nous permettre... J'ai la même démarche pour la biologie, pareil, avec les enseignants. Je précise que je suis chercheur au CNRS en virologie, hein, donc je suis un scientifique aussi. Je ne suis... ouais. Mais tout ça pour dire que parler de science sans se doter de critères de scientificité, ça revient à dire que possiblement tout et n'importe quoi pourrait être de la science. C'est un premier élément. Un deuxième élément, et ça par contre c'est, je pense, un élément fondamental de la démarche des scientifiques. Si on parle des différentes façons d'accéder au savoir, il y a 3 grandes façons d'accéder au savoir. Il y a la révélation, il y a l'accès immédiat au savoir. Ça, on aimerait bien, mais moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. Il y a un accès scolastique au savoir, avec le recours à une autorité. Et puis, il y a l'accès scientifique au savoir, c'est la dernière étape. On espère qu'il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, pour le moment, c'est celle qui marche le mieux et qui consiste à refuser l'argument d'autorité d'où qu'il vienne. Je pense que ce qui est fondateur, c'est ça, c'est le refus de l'argument d'autorité. Et à partir de là, on va rajouter un certain nombre de critères qui pourront être différents d'une science à l'autre, d'une discipline. Je préfère parler de discipline, d'une discipline à l'autre. Mais en tout cas, sur lequel une communauté se construit et sur lequel une communauté s'accorde. Donc ça, c'est par rapport à la première, une réponse par rapport à ta première interrogation sur les sciences, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut ne plus avoir besoin de... Ouais, enfin bon. Un deuxième élément qui me perturbe dans ce que tu dis, est-ce qu'on peut ne plus avoir besoin de sciences ? J'en sais rien, mais je suis personnellement convaincue que la démarche scientifique
elle n'est pas la seule nécessaire. Il y a d'autres démarches qui sont nécessaires pour résoudre nos problèmes. Il faut s'engager en politique, il faut s'engager d'un point de vue juridique de plein de façons différentes. Enfin, l'un des messages pourrait être engagez-vous d'une façon ou d'une autre, et d'un point de vue artistique aussi également. Évidemment, les artistes, les auteurs ont un rôle extrêmement important à jouer pour travailler notre imaginaire. Mais les sciences, en tout cas la démarche scientifique, le fait de chercher des solutions qui nous amèneront à de nouvelles découvertes ou scientifiques, ou en tout cas à une approche technique, à des solutions techniques, me semble nécessaire et encore plus nécessaire aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Et la résolution de nos problèmes passera aussi par des avancées scientifiques et technologiques. La question de François pose la question du contrat de travail des scientifiques. Alors là, je te laisse en parler. Non, mais justement, je prolonge ce que tu dis, c'est que n'en sait-on pas déjà assez pour passer à l'acte? C'est ça que j'ai entendu. J'ai pas entendu que la question ait été il faudrait s'arrêter de chercher dans une direction. C'est pas ce qu'a voulu dire François, je pense pas. Mais par contre, s'agissant du climat, n'en sait-on pas déjà assez avant de passer à l'acte? Et en effet, la réponse est engagez-vous, parce que le contrat de travail des scientifiques, après tout, et c'est pour ça qu'ils ont signé, c'est d'expliquer rationnellement et collectivement le monde réel. On ne demande pas aux scientifiques d'expliquer des mondes imaginaires. On s'attaque bien au monde réel dans toutes ses dimensions, y compris sociale, historique et comment dire mentale, j'ai envie de dire. Toutes les propriétés émergentes des populations biologiques en quelque sorte. Donc expliquer collectivement et rationnellement le monde réel, c'est notre périmètre de légitimité, et nous n'avons pas signé institutionnellement en tant qu'académiques pour être des prescripteurs politiques. Nous rendons des avis, d'ailleurs souvent dans des rapports formalisés, hein. Il y a des recommandations qui sont faites, mais ces recommandations peuvent très bien rester lettres mortes, d'ailleurs très souvent elles le sont. et donc après tout, pour passer au cran supérieur, pour agir, il ne faut pas que des scientifiques, c'est ce que tu viens de dire, hein. Il ne faut pas que des scientifiques, il n'y a pas énormément de composantes de types de responsabilités différentes qui doivent interférer, bien sûr, l'économique, le social, le politique et la science-fiction d'ailleurs, qui entraînent les imaginaires vers des futurs désirables. Oui, enfin, moi j'ai plein de choses qui arrivent dans l'esprit. J'aurais besoin de beaucoup plus de café pour tout organiser et tout bien retranscrire ma pensée, mais sur la question effectivement, si on a toutes les données scientifiques sur les questions notamment par exemple d'écologie, voilà, on sait où on va et ça nous a été dit. Oui, j'oserais espérer que la science-fiction pourrait être ces récits d'action, ces récits de courage aussi, dans la nuance, de montrer toutes les façons différentes qu'il y aurait d'agir, et que peut-être certaines façons de le faire entraîneraient plus tard peut-être d'autres dérives. Je pense à ce qui peut être de la dictature écologique, hein, qui est dans certains romans qui a été un peu exploré, où finalement où on serait l'humain là-dedans, où seraient les libertés individuelles quand il y a des besoins en fait collectifs qui seraient bien plus grands. Donc oui, c'est tout le terrain de ces récits en fait à faire, et de donner à voir aussi, de donner à voir très concrètement ces exemples-là d'action, de les donner à voir de façon enviable, et de toute façon au moins d'initier ces réflexions pour qu'après voilà, ça s'engage et ça bouge. Alors sur l'écologie, mais c'est des choses qui se sont fait aussi sur la question des droits humains. Il y a eu des actes de courage qui ont été des sociétés qui ont été décrites dans des romans, après des actes également politiques dans le droit aussi où il y a eu ces avancées, mais dans l'écologie c'est encore plus c'est encore plus actuel aujourd'hui. C'est ce que mais je trouve que dans le débat, on est en train de s'approcher de quelque chose qui, moi, me semble extrêmement intéressant et inquiétant. C'est la question de l'acceptabilité sociale de la science. Et je suis frappée par la quantité de gens autour de moi qui ne veulent plus qu'on leur parle de science et qui ne croient plus à ce que dit la science, qui préfèrent aller voir je sais pas, je veux vexer personne, mais un homéopathe, un acupuncteur, il y a peut-être des choses très intéressantes, mais pas un médecin, surtout pas un médecin. Il y a dans ma famille et dans mes proches un nombre significatif de gens qui veulent surtout pas se faire vacciner parce que ça les angoisse terriblement, et aussi parce que Big Pharma, le complot. Donc
la science-fiction, je ne sais pas si elle a des solutions, mais déjà Audrey, elle fait une tentative extrêmement intéressante qui est de dire, changeons le statut de la science dans la société que je décris. La science est un objet qu'on ne met pas en discussion. Et moi, ça m'intéresse parce que j'aurais pensé a priori qu'une science qu'on pouvait mettre en discussion avait plus de chances d'être acceptée. Et tu prends le problème d'une autre manière. C'est le fameux pas de côté qui est hyper intéressant. Et le seul truc qui me rend un petit peu pessimiste, c'est que y a plein de gens qui n'aiment pas la science, mais il y a aussi plein de gens qui veulent surtout pas entendre parler de science-fiction. Et c'est peut-être un peu les mêmes. Je suis pas sûre qu'il y ait des vrais amateurs de science-fiction qui détestent la science. Au sens large, hein, toujours. Moi, je dis pas que les sciences dures. C'est vrai que ça ramène juste sur effectivement la question de la confiance dans la science, et que si cette confiance est rompue, comme ça a été par exemple le cas sur certaines théories complotistes anti-big pharma, etc., ça fait tout s'écrouler en fait. Ça demande un petit élément de distinction dans ce qui vient d'être dit, c'est que s'agissant de vaccins, s'agissant de se soigner, s'agissant de se transporter, s'agissant de se nourrir, s'agissant de vivre dans la vie de tous les jours dans nos sociétés occidentales, la récusation, elle est beaucoup plus portée chez nos publics vers ce qu'on appelle les applications de la science, que vers le contrat dont je parlais tout à l'heure, qui est en quelque sorte le contrat de travail d'explication de ce qui est. Expliquer le monde, c'est pas nécessairement trouver des solutions pratiques à nos problèmes. Expliquer le monde, c'est finalement l'enchanter aussi. C'est l'enchanter dans le sens où on le donne à comprendre. Et en science, on peut s'arrêter là. Moi, je fais de la science fondamentale. Je m'occupe pas de vaccins, je m'occupe pas de soigner les gens. J'ai des collègues paléontologues, ils font rêver des générations de gamins en excavant des fossiles de dinosaures. Il y a quoi de plus inutile que le dinosaure. Enfin, je veux dire, après tout, ça permet des Jurassic Park et ça permet de faire rêver les gens aussi. Hein. Mais voilà, donc il y a la science. J'ai envie de dire, excusez-moi de faire des divisions qui peuvent paraître un peu vieillottes, mais tout de même, dans nos pratiques professionnelles, on la vit, cette distinction entre une science qui n'est pas orientée vers des solutions socio-économiques immédiates et puis des sciences plus finalisées, bien sûr, dont on a besoin aussi pour se soigner. Et j'ai l'impression que c'est la deuxième qui fait l'objet des critiques et des récusations plutôt que la première. Je pense qu'en lien avec tout ça et avec tout ce que vous dites, il y a un mot qui est important, c'est le mot confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Et là, je vais prendre ma casquette de didacticienne et de formatrice pour faire un constat terrible sur la situation française. Essentiellement, combien d'enfants à l'école primaire ont la possibilité d'avoir des enseignants qui leur font vivre des démarches scientifiques, qui leur montrent comment on peut acquérir une connaissance et acquérir une meilleure compréhension du monde par cette démarche. Tu as un chiffre, oui, on peut comparer, mais non, c'est intéressant. Non, mais là, je parle de mon point de vue, puisque moi, je forme en physique. Mais je pense qu'un biologiste aurait la même approche. Et alors, moi, les chiffres que j'ai pas les chiffres du nombre d'enseignants qui font les choses, parce que ça, c'est très difficile à savoir, mais tu pourras me dire ce que tu sais toi. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 86% des enseignants du primaire qui n'ont pas de formation scientifique. Et que, par ailleurs, on parle toujours d'un égal accès de tous à la science. Eh bien, là, ces enseignants, la plupart du temps, sont des enseignantes. 86% des enseignantes du primaire sont 86% des enseignants au sens large sont des enseignantes, et une très grande partie de ces enseignantes n'ont pas de connaissances de background scientifique. Et par ailleurs, maintenant, ce que je vais vous dire, c'est combien d'heures on leur donne pour se former en sciences. Et c'est là où vous allez comprendre tout de suite où est le problème. Il est très simple, le mot c'est formation. 13 heures. Voilà, j'ai exactement 13 heures sur 2 années de formation des futurs enseignants du primaire pour leur apprendre à enseigner la physique de la maternelle au CM2. C'est la même chose en biologie, c'est la même chose en technologie. Si on élargit, c'est la même chose en art, c'est la même chose en musique, c'est la même chose en histoire, c'est la même chose en géographie. Vous devinez bien qu'avec 13 heures, on ne peut pas tout faire.
Et donc, ça veut dire que ces enseignantes arrivent dans les classes sans avoir une maîtrise de la démarche scientifique, sans avoir confiance également dans leurs compétences pour enseigner les sciences à leurs élèves. Et derrière ça, il se joue énormément de choses. Il se joue des choses en termes de rapport à la science des petits garçons et des petites filles, mais il se joue également des choses en termes de confiance et de compréhension de ce que c'est que la science. Parce que pour avoir confiance en quelque chose, encore faut-il un peu le comprendre. Voilà. Et pour comprendre les sciences, eh ben, il faut y avoir accès à un moment ou à un autre. Et les utopiales sont un merveilleux outil pour ça, à mon sens, parce qu'elles brassent les idées. Et il faut que je m'arrête. Oui, ça va être le mot de la fin, parce que si on veut laisser de la place aux questions de la salle, je vais demander à ce qu'on rallume la lumière et à ce qu'on vous distribue des micros. Alors, où sont les questions? J'ai vu une main se lever ici au deuxième rang, en plein milieu. Oui, vous pouvez y aller. Vous avez un micro. Bonjour. Il y a un article qui est paru dans la revue Nature en début d'année qui parlait de la recherche incrémentale et la recherche disruptive. Et depuis les années 50, on voit une baisse très forte de la recherche disruptive. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver dans une société où on aurait moins ce pas de côté, justement ? J'ai pas vu ce papier, donc je vais avoir du mal à répondre, mais j'ai une intuition. C'est que nous sommes dans une société technophile. Pour avoir répondu dans ma carrière bien des fois à des appels d'offres, même quand l'appel d'offres se dit entre guillemets disruptif, si vous mettez de la technologie derrière, nos évaluateurs, et d'ailleurs ce sont nos propres collègues, il n'y a pas des espèces de dieux au-dessus là qui jugeraient. Non, ce sont nos propres collègues qui sont technophiles et on voit passer des projets qui ne sont absolument pas innovants du point de vue des idées. Il n'y a pas de pas de côté, j'ai envie de dire, pas du tout, mais parce qu'il y a des grosses machines derrière, il y a des séquenceurs automatiques, il y a des moyens de calcul, il y a du big data, il y a du big partout d'ailleurs, big data, big séquence, big ceci, big... Quand c'est gros, c'est bien, quoi, voilà. Et plus c'est gros, mieux c'est. Je caricature un peu, mais il y a un peu de ça. Donc d'où cet aspect incrémentiel, qui, à mon avis, me semble être une conséquence de notre technophilie, qui n'est pas garante de la pertinence des questions qui sont posées. Je pourrais parler de papiers dans ces gros journaux que j'ai vus passer, qui étaient absurdes, mais il y avait des grosses données derrière, alors ça avait l'air sérieux, ça existe aussi. Ouais. Puis on pourrait compléter en disant que c'est en réalité cette volonté d'avoir du disruptif, c'est exactement ce que dit Guillaume, c'est-à-dire que c'est plus une volonté politique de penser qu'on va résoudre les problèmes à travers la science, donc on va tout d'un coup créer la truc qui va nous sauver miraculeusement. Si on se repenche sur l'histoire des sciences, les disruptions dont on parle, elles sont pas si nombreuses que ça, et en attendre une tous les 10 ans, c'est plus que du fantasme. Donc c'est plus l'expression d'un souhait qui est probablement non scientifique. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le disruptif, il est rarement technologique. Je ne sais pas si vous me suivrez en physique, mais peut-être en physique, il y a plus d'instrumentation, j'en sais rien. Mais dans les secteurs que je connais bien, le disruptif, le mec, il est avec son crayon et son papier, quoi. Je vous fais une caricature, mais c'est un peu ça. Ouais. Je vais juste faire un contre-exemple. En informatique, on parle d'intelligence artificielle, et là, je crois qu'on a une vraie disruption. Oui. C'est on parle d'intelligence artificielle depuis un quart de siècle, un demi-siècle. L'informatique est quand même jeune comme science. Hein. Oui, bonjour. Je voulais rebondir un peu par rapport, on va dire un peu à l'aversion des gens au sujet de la science et de la science-fiction. Ça m'a fait ressurgir en fait une question. Qu'est-ce que vous pensez en fait des vulgarisateurs scientifiques, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming comme YouTube? Est-ce que c'est un bon moyen en fait? Est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen pour eux pour faire peut-être aimer, on va dire, aux gens,
les faire apprécier en fait Ah oui, là, ouais. un peu plus la science, voire même la science-fiction. Alors là, oui, dans la deuxième version de votre question, ça m'amène une réponse, c'est que je serais, moi, un adepte personnellement de recommander à des jeunes et des moins jeunes la multiplicité des moyens. C'est-à-dire les personnes qui font de la vulgarisation en standing up ou avec des MOOC ou des épisodes YouTube, ça ne doit pas, par exemple, remplacer les lectures. Mais ça, il y en a ici qui seraient mieux placés que moi pour le dire. La compréhension d'une complexité scientifique, elle peut se faire en surface, elle peut être relativement superficielle, elle peut se faire en profondeur, et selon le degré de profondeur qu'on souhaite, le vecteur sera pas toujours le même. Il y a des moments, il faut vraiment scoltiner, si on veut comprendre une disruption, il faut vraiment scoltiner un bon bouquin, quoi. Excusez-moi de le dire, mais voilà. Donc le documentaire, pourquoi pas. Je rencontre, moi, dans ma carrière, des personnes qui font du documentaire télévisé, et depuis 10-15 ans, je remarque que plus mes interlocuteurs sont jeunes en face de moi, plus ils témoignent de ce qu'ils ont vu comme émission, comme documentaire. Maintenant, c'est très rare les gens qui me disent « j'ai lu un livre ». Ça me satisfait pas complètement. Je suis ravi qu'on aille à la signature dans un instant parce que ce festival est un vrai hommage au livre. Il y a une librairie très très riche et voilà. Donc je serais plutôt pour multiplier les vecteurs et pas s'en tenir comme tu disais, François, dans les personnes qui font de la vulgarisation scientifique sur la toile. C'est comme dans les livres, il y a tout, il y a des bons et des mauvais. Et il n'y en aurait pas l'un qui serait bon, l'autre qui serait mauvais, mais par contre, multiplier les vecteurs, oui, parce que ça passe par des canaux différents dans notre cerveau. Ouais. Merci. Je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit juste avant la fin de vos discussions. Vous dites que les utopiales, c'est un bon moyen d'avoir accès à la science. Est-ce qu'on ne prêche pas des convaincus là ? Est-ce que les gens qui sont dans cette salle sont vraiment représentatifs de la société ? Est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir des codes pour avoir envie de venir ? Et qu'est-ce qui est fait pour casser ça ? Qu'est-ce qui est fait pour apporter la science ou les sciences en dehors des milieux qui seront déjà peut-être convaincus ? Je commence, mais je dirais, vous compléterez, vous aurez d'autres idées. Moi, je dirais, les utopiales, c'est pas seulement des livres et de la science, c'est aussi de l'art. Et je pense qu'il y a des gens qui viennent pour les expositions, qu'il y a des gens qui viennent pour le cinéma. Je pense que le cinéma est un média extrêmement intéressant, à mi-chemin peut-être du point de vue de la manière dont il fonctionne comme outil de médiation entre le livre et tu parlais de... oui, le cinéma vous permet d'avoir une autre relation à la science encore que le roman ou je fatigue. Bon, vous trouverez tout seul. Puis peut-être qu'on peut dire aussi que les utopiales, c'est pas forcément un endroit simplement pour venir entendre parler de science et de science-fiction. C'est aussi un endroit pour venir réfléchir la science et la science-fiction, ce qui est relativement différent. Il y a un superbe pôle ludique aussi. Il y a quand même beaucoup d'angles ici qui sont réunis. Oui, je ne peux pas m'empêcher de rappeler la thématique de cette année qui est transmission. Et pour moi, ce qu'offrent les utopiales, c'est un moyen de transmettre, d'échanger, de partager. Et le partage entre auteurs et scientifiques, ce jeu systématique dans les tables rondes de faire interagir des univers différents, de permettre des rencontres qui n'auraient pas lieu ailleurs qu'ici. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors effectivement, le fait que les utopiales ne touchent que le public qui vient aux utopiales, oui. Mais c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Vous êtes à peu près, de mémoire, il y a 80 à 100 000 entrées par an. Alors certes, c'est des entrées multiples parfois, mais il faut savoir que nous autres, en tout cas quand on forme des gens ou quand on forme à l'université, il est exceptionnel qu'on ait un public aussi nombreux à qui on puisse faire partager nos idées. Donc c'est un immense plaisir pour nous.